Et salut, c'est Ziop, on se retrouve pour un autre petit élément de cette petite série de tutoriaux sur l'API Bukkit. Donc je suis toujours dans mon monde, j'enregistre tout à la suite, RT. Et donc on va aller voir tout de suite un autre aspect de tout ça, de l'API Bukkit. On va aller voir les Event Handlers. Les Event Handlers, je vais vous refaire la petite introduction que je viens de faire il y a 2 minutes. Alors les Event Handlers, ça va vous permettre tout simplement de savoir quand un joueur, ou pas forcément un joueur, une entité, n'importe quoi, modifie, interagit avec le jeu. Les events, il y en a des tonnes, je vais vous montrer globalement. Les events, c'est les choses qui vont se produire dans tous les sens. Vous avez des events quand il y a des blocs qui bougent, des blocs qui explosent, des pistons qui se rétractent, des enchantements qui sont faits, des entités qui se déplacent, qui explosent, des portails quand vous mettez une laisse, quand vous l'enlevez, quand un joueur meurt, quand un inventaire est ouvert, quand un item est déplacé dedans, quand des... Enfin bon, voilà, il y en a des tonnes, quand un joueur rentre dans un lit, quand il en sort, quand il consomme un item, quand il récupère un ressource pack, enfin voilà, vous voyez, il y en a des dizaines, quand le serveur reçoit un ping aussi, on va pouvoir s'amuser à... Ah bah voilà, ça sera un TP assez rigolo, on va pouvoir s'amuser à cheater les slots de notre serveur, ça sera l'application que je vais vous faire, une des applications que je vais vous faire, il y en a pour le monde, etc. Donc, il y a des tonnes d'events, et du coup, globalement, ça veut dire que vous allez pouvoir plus ou moins intercepter tout ce que vous voulez. Je mens, vous n'allez pas pouvoir intercepter tout ce que vous voulez, parce que c'est pas non plus magique, mais vous allez pouvoir intercepter énormément d'éléments, ça va être très intéressant. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va apprendre à cheater les slots de notre serveur. C'est pas le truc le plus intéressant, je vais voir si je fais aussi des trucs liés au monde, au bloc, etc. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, je voudrais éviter de trop rentrer dans les détails, puisqu'il y aura des vidéos un peu plus spécifiques sur les classes player, world, etc. pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec. Mais là je veux vraiment vous parler du système d'event parce que c'est un des piliers de l'API Bukkit en fait, c'est un des trucs que vous devez comprendre pour pouvoir bosser avec. Et globalement en fait, pour être honnête, une fois que vous aurez vu les events, les commandes et la prochaine vidéo, le scheduler de Bukkit, en fait, vous pourrez quasiment faire tout ce que vous voulez tout seul en vous débrouillant avec la doc. Mais je continuerai quand même à faire quelques vidéos pour vous montrer certains éléments intéressants de l'API qu'on pourrait pas voir du premier abord. Et peut-être plus tard d'autres vidéos un peu plus avancées sur des aspects qui sont pas forcément liés à l'API. Mais donc ça c'est purement hypothétique, on verra plus tard. Donc pour le moment on va dire qu'on va travailler sur les events et on va travailler sur l'event de serveur ping. Voilà. Comment ça fonctionne les events? Les events, globalement, c'est à un moment donné, Bukkit il va dire, hop, il se passe telle action, je fire un event. Je dis, j'instancie mon event, je lui mets tous les paramètres. Donc là, si on va retourner du coup, puisqu'on va cheater nos slots, on va retourner sur les events de type server list ping event, celui-ci. Donc lui, Bukkit de son côté, donc vous voyez, il y a des constructeurs, il va appeler ce constructeur-là, et il va nous envoyer l'event, il va le dispatcher à tous les listeners de cet event. Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est écouter cet event, et donc écouter listen, écouteur listener, donc du coup on va devoir définir un listener. Comment ça fonctionne? On va devoir créer une classe quelque part, donc on va l'appeler server ping. Bon, on va l'appeler first listener en fait parce que on va peut-être mettre plus de choses dedans. Ce first listener, il va implement listener. Et miracle, cette interface est totalement vide. Mais zut alors, comment on va faire pour implémenter, pour écouter notre event? Eh bien c'est très simple, on va devoir définir une méthode. Donc on va l'appeler par exemple, là encore le nom de la méthode n'a pas d'importance. On va l'appeler onServerPing, j'ai un peu oublié de définir le type de retour, c'est pas grave. OnServerPing, et elle va récupérer un serverList ping event. Là encore, pareil, non des arguments, aucune importance. Ce qui est important par contre, c'est quand même le type de l'event qu'on va handle. Et le fait qu'il n'ait qu'un seul argument. Ça, c'est une chose qui va être importante. Il y a un seul argument, qui est du type de l'event que vous voulez. Et après, là, par contre, il s'appelle comme vous voulez, ça c'est pareil, c'est pas un problème. Voilà, donc ça c'est votre méthode. Donc vous avez effectué la première étape. Vous avez défini votre méthode. Dedans, on va pouvoir, on va le faire tout de suite, on va pouvoir dire que, on va dire setMaxPlayer, on va se prendre un peu pour iPixel, iPixel++. Ah, c'est dommage.
Je peux pas changer le nom d'un numéro de serveur. Excusez-moi. Bon, je vous ai un peu menti du coup. RTS, c'est triste. Il faut savoir qu'en fait, visiblement, on peut pas le... Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On va pas pouvoir cheater, on va pas pouvoir faire croire qu'on a plus de joueurs que ce qu'on a. En fait, ce genre de truc, on peut le faire très facilement, mais ça sera du côté du côté Bungie. C'est un event, parce qu'en fait, là... bon, excusez-moi, hein, je me suis un peu emporté. Je me suis un peu emporté. Du coup, on va juste faire croire qu'en fait, on a des tonnes de joueurs. On va aussi, au passage, faire un petit METD assez joli, n'est-ce pas? Hop. Donc là encore, oh là là, je vous fais les mauvaises pratiques que je vous avais dit de pas faire. Quel mauvais exemple je fais. Quel mauvais professeur je fais. Mec, il écrit pas ses cours, il fait n'importe quoi. Bah, c'est n'importe quoi. Chatcolor.yellow. Hop. Donc là, on va juste dire aux gens de pas venir sur notre serveur. Et en fait, on va plutôt mettre 6 joueurs. Comme ça fera un peu mystique. Voilà. Donc là, on sait ce qu'on fera quand il y a un serveur ping. On change le nombre de slots et on change le MOTD. Première étape. Deuxième étape. Il va quand même falloir l'écouter, ce serveur ping, parce que comme vous allez le deviner, il suffit pas juste de définir une méthode. Il va quand même falloir dire à Bukkit, coucou, moi je suis là. Première chose à faire pour dire coucou, moi je suis là, va falloir mettre une annotation Event Handler. Cette annotation Event Handler, si on l'ouvre, on voit qu'elle permet de définir deux petits trucs. Ces deux petits trucs. Premier truc, ça sera la priorité de l'event. Par défaut, elle est à normal. Il faut savoir que la priorité de l'event, en fait, quand un event va être handle par Bukkit, quand Bukkit va récupérer un event, il va le distribuer à tous les handlers. Mais pas dans n'importe quel ordre. Il va d'abord distribuer au handler lowest. Ensuite, il va distribuer aux gens qui ont mis le low, puis normal, puis high, puis highest, puis monitor en tout dernier. Du coup, bah, si vous voulez écouter l'event en dernier, vous allez rajouter un... et donc on va faire ça d'ailleurs. On va foutre un priority égale highest. Il faut éviter de mettre le monitor si vous voulez modifier l'event. Par convention, le monitor en fait il va pas toucher à l'event, il va juste le regarder. Donc on va essayer de respecter quand même un minimum les conventions, je suis là pour vous apprendre aussi les bonnes pratiques. Donc on va dire qu'on va écouter l'event en dernier, comme ça s'il y a des petits malins qui s'amusent à modifier le ping, moi je passe par derrière et j'écrase tout, voilà, je fais mon gros violent, j'écrase tout derrière. Le deuxième truc que vous aurez pu voir, c'est le... non, pas ça. C'est le ignore cancel. Donc ça sera avec les events cancelable. Donc je vous montrerai un peu plus tard, mais en gros il y aura des events que vous pourrez annuler. Et si vous définissez ignore cancel égale true, tout simplement quand un event aura été annulé par un handler précédent, un handler appelé avant vous, ben vous le recevrez pas, vous le verrez pas. Donc ça vous permettra, si vous voulez traiter, si vous êtes monitor par exemple et que vous voulez loguer tous les cassages de blocs d'un joueur, et qu'un cassage de bloc est annulé, bah vous ne le verrez pas et vous n'aurez pas à le loguer. Voilà, donc c'est juste un petit exemple comme ça. Donc ça c'est un truc qu'on peut pas faire pour le moment parce que tout simplement le server list ping event n'est pas un cancelable, donc on peut pas l'annuler. Donc ça n'a pas de sens d'ignorer les events annulés puisque de toute façon ils pourront pas être annulés. Donc ça c'était notre register. Quand même il va falloir faire une troisième chose, il va falloir aller dire à Bukkit qu'on a un listener. Et en fait, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, s'il y en a que ça intéresse, on va enregistrer le listener, je vais vous montrer comment faire dans un instant, et ensuite Bukkit il va aller regarder dans cette classe-là, il va choper toutes les méthodes, et toutes celles où il y a un @eventhandler, il va les récupérer, il va les stocker dans quelque chose. Je connais le fonctionnement système, mais c'est pas intéressant de vous l'expliquer en détail ici. Il va le stocker quelque part, et ensuite il va appeler votre méthode. Donc en gros, il va parcourir toutes les méthodes de votre classe, et vérifier si elles ont cette annotation, et si elles l'ont, il va les considérer comme des méthodes de handling. Donc là, il va falloir enregistrer notre listener. Pour enregistrer le listener, il va falloir récupérer le serveur. Il va falloir récupérer le plugin manager. Le plugin manager, vous pourrez le récupérer de deux manières. Il faut savoir qu'en fait, je vais en profiter pour vous faire une petite information. La classe Bukkit dont je vous ai parlé, elle a un serveur, et la plupart de ces méthodes en fait sont des delegates de la classe serveur. Vous voyez là toutes les méthodes à chaque fois elles appellent serveur. Faut savoir que ce serveur là vous pouvez aussi accéder directement depuis votre plugin en faisant get server. C'est le même hein, mais vous avez deux méthodes donc je vous préviens c'est le même. Donc là on va faire get server.
Donc on a besoin du serveur. Avec getServer, on va faire un getPluginManager. Plugin Manager, c'est basiquement le système qui va s'occuper de loader vos plugins. Il a plein de méthodes utiles et moins utiles. Là, pour le moment, le seul truc qui va nous intéresser, le Plugin Manager, pas le serveur. Voilà, Plugin Manager, excusez-moi. Voilà. Il load vos plugins et il s'occupe des events. Là, nous, le seul truc qui va nous intéresser pour le moment, c'est le fait de la gestion des events. Il y a d'autres trucs intéressants, mais là, on va juste s'occuper des events. Il y a plusieurs méthodes. On va faire la plus simple et je vous expliquerai un tout petit peu juste après ce qu'on peut faire de plus. Donc là, register event, il va prendre deux arguments, notre listener, donc new first listener, et il va prendre notre plugin, donc this. Voilà. Donc je vous disais qu'il y avait d'autres méthodes, je vais juste y aller très très vite et vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire d'autre. En fait, il faut savoir que vous pouvez aussi définir une méthode avec un event executor. C'est un peu le bazar, mais vous pouvez, au lieu d'utiliser la notation @eventHandler, fonctionner comme ça, avec donc filer votre event priority, le fait ou non d'accepter les events cancel, et un event executor, donc qui sera une méthode qui va récupérer le listener et l'event, et qui en théorie devrait donc appeler la méthode de votre listener. C'est un système un peu plus compliqué, ça n'a pas forcément d'intérêt, autant donné que le système de @eventHandler est super simple à gérer, super pratique. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous amuser à bidouiller avec. Faut savoir en fait, globalement, que quand vous faites un register events, en interne, Bukkit il va générer des event executors, et il va appeler cette méthode-là lui-même. Et donc en fait, tout ça, vous pouvez gérer, c'est une interface entre guillemets de bas niveau. Vous pourrez gérer un peu plus proche du système, vous pourrez gérer les events directement, alors que là c'est Bukkit qui va un peu déjà s'en occuper entre temps. Bon, on va pas rentrer plus dans les détails, c'est pas forcément intéressant. Enfin si c'est intéressant, mais c'est pas forcément le sujet en fait. Là on va juste s'occuper donc de register notre event, donc c'est bon, on l'a register. Donc on a dit à Bukkit qu'on avait notre listener, hop, dans notre listener on a mis notre handler, et donc là il n'y a plus qu'à compiler et à exécuter. Coucou, hop, hop, hop. On reboot notre serveur et là, il n'y a rien qui va marcher. Hashtag Ziopri. Et là, vous allez voir, paf, on va refresh. N'entrez pas, je suis très méchant. Et puis, le nombre magnifique et complètement démoniaque de 666 slots. On n'a pas pu modifier le nombre de joueurs. RTC, c'est triste. Mais voilà, donc en gros, ce qui va se passer, c'est que quand un joueur va refresh sa server list, il va envoyer un paquet de ping, blablabla, ça va être handle par le serveur va fire cet event, on va pouvoir le modifier, et ensuite il va récupérer le résultat de cet event, et renvoyer au joueur ce qu'on a bien voulu lui laisser passer. C'est comme ça que fonctionnent les events en fait en général. La plupart du temps, Bukkit va... Dans le cas où Minecraft aurait une mécanique classique, c'est-à-dire pof, le joueur envoie, pof, je lui renvoie les infos, Bukkit il va se rajouter, il dit ah le serveur il a envoyé des données, mais moi je vais voir si jamais il n'y a pas un plugin qui veut les modifier, donc je lui envoie un event, je récupère l'event et je vois ce qu'il est devenu, et ensuite je renvoie au client les données de l'event et non pas les données de base. Voilà. Bon. En gros c'est comme ça que ça va fonctionner dans 99% des events. Il peut y avoir des events où ça sera juste informatif, vous pourrez rien modifier, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des events, l'intérêt c'est quand même aussi de les modifier. Donc là ça c'était pour le premier truc. On va faire un deuxième truc un peu rigolo parce que j'adore les explosions et comme ça va me permettre de vous montrer un autre intérêt des events. On va aller bidouiller avec les joueurs et les interactions. Donc on va à nouveau faire un event handler et on va travailler cette fois sur le interact. En fait je vais tout simplement faire quelque chose, j'aimerais bien que quand un joueur clique droit sur un bloc, ce bloc explose. Comme ça, ça va nous permettre de détruire la map assez rapidement. Ça sera plutôt rigolo, n'est-ce pas? Donc, cet event, pour cela en fait, on va écouter le player interact event. Voilà. On va écouter le player interact event et on va récupérer le bloc sur lequel il clique pour le faire exploser. Ce player interact event, il faut savoir qu'il va être exécuté dans plein de cas. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait un check. Un check sur l'action de l'event. Tout simplement parce qu'en fait, ce player interact event, il va être appelé dans 5 cas. Physical, c'est quand vous sautez comme un abruti, quand vous sautez sur des pousses, par exemple. Des pousses de blé, etc.
Excusez-moi, je cherche autre chose, oui, voilà. Quand vous sautez sur des pouces de bloc de blé, ça va appeler l'event avec l'action physical. Quand vous cliquez droit dans l'air ou cliquez gauche dans l'air, c'est-à-dire quand vous n'avez pas d'item en main en fait, hein, donc, si je clique, pas d'item en main, je dis n'importe quoi. Quand vous cliquez pas sur un bloc, donc là je clique dans l'air, je clique droit dans l'air, voilà. Ça c'est des right clickers. Et quand vous cliquez droit sur un bloc, là je clique gauche sur un bloc, là je clique droit sur un bloc, ça va appeler le right click block, left click block, voilà. Donc là on a dit qu'on voulait faire exploser les blocs quand le joueur fait clic droit sur un bloc, donc on s'en fiche des autres. Donc on récupère le bloc. Là encore, un truc intéressant à savoir, c'est que si jamais le mec a fait un right click R, par exemple, le click excusez-moi. Si le mec a fait un right click R, le get click head block sera nul. Donc, essayez de faire un check dessus, ça vous évitera d'avoir des null pointer exception partout. Donc là, on a notre bloc, fantastique. Et donc, on va interagir un peu avec ce bloc. Donc, cette interface bloc, là encore, on y reviendra dessus, mais vous avez plein de trucs. Vous pouvez savoir si c'est liquide, si c'est vide. Vous pouvez récupérer le type du bloc. Vous pouvez savoir ses metadata, etc., etc. Bon, là on va juste le faire exploser, on s'en fiche de tout ça. Donc pour faire des explosions, on va récupérer le world. Voilà, donc on récupère le monde. World, toujours pareil, un objet extrêmement, une classe extrêmement complète qui vous permettra de faire plein de trucs. Et je sais pas si vous l'avez vu passer, mais create explosion. Et ça, on va faire jeu avec. Donc du coup, on va aller vite, c'est vous montrer un peu quand même. On va s'attarder un tout petit peu plus sur la classe world malgré tout. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, excusez-moi, on va y aller comme ça. Excusez-moi, voilà. Donc la classe world. Donc là on va s'attarder surtout sur les fonctions d'explosion, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc il y en a plusieurs. Donc vous allez pouvoir utiliser la position. Dans la position vous pouvez soit la définir X, Y, Z, soit vous pouvez la définir en utilisant un objet location. Location qui est en fait basiquement pareil, X, Y, Z, avec aussi les composantes yaw et pitch pour l'orientation de la tête. Donc create explosion. Et ensuite vous allez pouvoir définir la puissance de l'explosion. 4F étant la TNT d'après la documentation, et cette fire si jamais on veut que ça mette le feu ou pas. Donc là tout simplement on va aller on va juste faire une explosion de puissance 2 TNT, donc 8F, et qui fout le feu. Et on va la mettre à la position du bloc. Donc là on va pas utiliser les composantes X, Y et Z parce que ça serait long, on va juste faire block.getLocation. Float, on a dit qu'on allait mettre 8F, 1 de puissance d'explosion, 8, et la puissance, si on veut mettre le feu ou pas, oui, parce que plus il y a de feu, plus on rigole. Donc là tout simplement, si jamais le joueur clique droit sur un bloc, on fait exploser le bloc instantanément, hein, on s'embête même pas avec un délai ni rien, paf, explosion, tout qui explose, il y a tout qui est cassé. Et en plus ça fout le feu, donc parfait pour détruire une maison. Et puis par contre, il faut faire attention à pas tout casser. Enfin, faut faire du coup attention à pas cliquer droit sur des choses. Pour le coup c'est assez dangereux. Donc là on va pouvoir entrer dans mon entre de test. Vous allez voir. Boum, ça explose. Boum. Voilà, donc là on va pouvoir créer des explosions partout. C'est magique, merveilleux, fantastique. Je m'explose. Mourez. Oui, je parle à des blocs. Je demande à des blocs de mourir. Exactement. Voilà, bon, voilà, je fais joujou comme un taré. Bon, ma map ressemble déjà plus à grand chose, et ce n'est que le début. Mais du coup, on a pu intercepter cet event d'interaction et faire exploser les blocs qui y étaient liés. Donc ça nous aura permis de voir un peu l'objet world, l'objet bloc. Des objets plutôt fantastiques ma foi. D'ailleurs, tiens, on va en profiter pour faire un autre petit truc. Donc là on a fait des explosions, c'est plutôt pas mal. On va essayer quand même de faire un truc un peu plus constructif. Faut savoir que je vais déménager en Suisse l'année prochaine, donc on va essayer de faire un truc un peu plus constructif, hein, parce que les Suisses aiment l'argent. Bon, c'est une blague, le prenez pas mal. Les Suisses aiment l'argent, il va falloir que je m'y habitue, donc je vais essayer de me faire spawner des diamants un peu partout. Parce que bon bah voilà, je suis pas riche, donc du coup il va me falloir quand même pour m'habituer à ce nouveau climat un petit peu d'argent. Et pour ça, je vais me faire spawner des diamants un peu partout. Donc on va toujours rester sur notre code là qui va pas beaucoup bouger. Sauf qu'au lieu de créer des explosions, on va mettre des blocs de diamants histoire de devenir riche. Donc comment on va faire? Globalement, il n'y a pas grand chose qui va changer. On va juste récupérer. On va faire
On va en profiter aussi pour réutiliser ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. On va dire au joueur que c'est un alchimiste et qu'il a converti des blocs. Oh non, on va même pas le dire au joueur, on va le dire à tout le monde. Écoutez, c'est fantastique, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu les méthodes de blocs. Oh là là, il y en a plein. Mais il y en a une qui va nous intéresser en fait. Ça va être celle-là, set type. Cette type, elle va pouvoir prendre un matériel. Matériel, vous allez voir, en fait, c'est l'énumération qui va définir tous les types d'items et de blocs dont dispose Bukkit. Et elle va pouvoir prendre ensuite, potentiellement, si vous le voulez, un booléen qui est par défaut à true. Et si vous le mettez à false, ça va désactiver les updates des blocs alentours. Donc là, on s'en fiche pour l'instant. On va juste vouloir mettre des diamond blocks partout. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc on va remplacer par diamond block. Et au passage, on va en profiter pour le dire à tout le monde. Ce qui va nous permettre de voir la méthode Bukkit.broadcast. Voilà, donc là, tout simplement, une méthode pour broadcaster un message et qui va vous retourner le nombre de joueurs ayant vu le message. On s'en fiche, on veut pas savoir combien de joueurs ont vu le message, par contre, on veut bien le lire à tout le monde. Donc, chatcolor.gold. Donc la méthode broadcast message qui, comme son nom l'indique, broadcast un message, donc le fiche à tous. Donc on va afficher event. Donc là, il faut savoir que dans l'event, je n'en avais pas trop parlé, mais on va en profiter tant qu'on y est pour le dire. Event. On va revenir un peu sur cet event là qui me paraît quand même assez intéressant. On va éviter de trop passer dessus, on va éviter de trop le survoler, tant qu'à faire. Donc player interact event. On va faire en sorte en fait, excusez-moi, du coup j'ai un peu sauté une étape. On va faire en sorte que notre joueur il puisse convertir des blocs, mais uniquement s'il clique droit dessus avec un bâton de blaze, parce que c'est les joies de l'alchimie, tu vois, ça n'est pas ouvert à tous. Donc ça, il faut savoir que c'est des trucs qui ont été ajoutés à 1.9, donc ça marchera pas ici. Voilà. Excusez-moi, j'utilise la doc de l'1.9, parce qu'il n'y a plus de doc pour l'1.8, mais voilà. En gros, on va pouvoir savoir, si jamais, on va pouvoir savoir que avec quoi le joueur a cliqué droit. On va le faire tout de suite. On va pouvoir aussi récupérer le joueur qui a cliqué. Donc là, on va d'abord faire deux choses. On va vérifier si jamais le joueur il a un item dans sa main. Donc is block what? Non, ça n'existait pas ça du coup. As item. Donc event.asItem, tout simplement, ça va nous permettre d'éviter des NPE. Ça va nous permettre de vérifier, vous allez voir le code simplement, voilà. Si jamais item n'est pas égal à nul. Item, il va falloir ça. En fait, item, ça correspondra à l'item avec lequel le joueur a cliqué droit. Là, j'ai rien dans ma main, donc si je clique... Oh putain, ça explose, j'avais oublié, je me suis fait peur. Boum. Si je clique droit, en fait, j'ai rien dans la main. Si je clique droit avec ça, mon item, ça sera de la stone. Voilà. Donc, donc ça, on en a besoin. On va pouvoir savoir les items que le joueur en main. Donc encore une fois, excusez-moi, du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, quand vous cliquez droit avec rien dans la main, ça va être nul l'item. Donc il faut ne pas oublier de gérer ce cas-là, sinon vous allez encore une fois avoir des null pointer exception partout. Donc là on s'assure que le joueur a bien un item en main. Si c'est le cas, on va récupérer le type. Donc on pourrait récupérer l'objet item stack. Vous allez voir dans item stack, en fait, ça va nous permettre de définir un item. Donc ça va être son type. Excusez-moi. Le type qui est un matériel, enfin il vaut mieux gérer en matériel, le montant, le nombre d'items que vous avez, la durabilité, le matériel data, donc c'est en gros les méta les data de votre item, et l'item méta, ça sera par exemple pour une bannière, le fait de définir les données de la bannière, etc. Bon. En gros, un item stack, ça va être, là j'ai un item stack de 2 pierres, là j'ai un item stack de 7 dirt, voilà. Donc tout ça, ça va vous permettre de manipuler les stacks d'items, on y reviendra un peu plus tard, encore une fois, sur une autre vidéo. Donc là, on va pas s'intéresser à l'item stack, on va s'intéresser à get material, qui, d'après la documentation, est une convenience method, à savoir une méthode qui en fait va juste faire getItem.getMaterial. Ça nous rend la vie un peu plus rapide. Donc, et on veut vérifier si jamais on a un material.blazeRod. Voilà. Donc si jamais notre utilisateur clique droit avec de la BlazeRod, et du coup vous voyez que j'ai abandonné l'écriture d'une méthode en plein milieu, comment je divague. Si notre utilisateur clique droit avec une BlazeRod, on va pouvoir aller remplacer le bloc par un Diamond Block. Et on arrête de faire tout exploser, c'est bien rigolo 2 minutes, mais c'est pas très productif pour mes richesses, n'est-ce pas? Faut pas oublier mes vieux jours, ma retraite, tout ça. Alors, event. Donc là on veut juste afficher le pseudo
Alors, du coup, on va en profiter. Bon, ça sera pas très beau, hein, mais hop. Donc là en fait on va afficher tout simplement le type de bloc qu'il avait avant et les coordonnées du bloc, histoire que tous les vautours des alentours puissent se jeter sur le bloc de diamant qu'on vient de faire apparaître. Aux coordonnées, bon on va les afficher en mode mathématique, donc loc.getX. Alors ouais, du coup ça va nous permettre de parler un tout petit peu de l'objet de location. L'objet de location, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, globalement ça stocke des coordonnées. Ça va nous permettre tout d'abord de récupérer ces coordonnées sous forme d'entier ou de double. Donc double ça sera la coordonnée exacte, à la décimale près, enfin à toutes les décimales près, il y en a plusieurs. Et bloc X ça sera une coordonnée entière, donc juste la coordonnée du bloc. Donc globalement si vous êtes dans un F3 vous allez les voir aussi, vous avez ici les coordonnées X, Y, Z en double et un bloc X, bloc Y et bloc Z. Donc là on veut juste la coordonnée du bloc. Voilà, bon voilà. Ensuite un deuxième truc, vous allez pouvoir récupérer le chunk dans lequel c'est la direction. Donc ça c'est en fonction du pitch et du yaw. Donc là on s'en fout, c'est un bloc, il n'y en a pas. Vous allez pouvoir lui enlever des coordonnées, lui ajouter des coordonnées. Vous allez pouvoir le récupérer en tant que vecteur. Vous allez pouvoir le multiplier. En fait vous allez pouvoir faire pas mal de trucs avec ces coordonnées. On y reviendra un peu plus tard quand on voudra faire bouger les gens. Pour le moment j'avoue que c'est pas trop le sujet. Et vous allez aussi pouvoir, c'est assez intéressant, faire la distance entre deux coordonnées. Truc assez important par contre à savoir, c'est que Bukkit fournit une méthode distance au carré. Pourquoi? Tout simplement parce que le calcul de la distance en mathématiques implique une racine carrée, et que la racine carrée ça peut être relativement lent. Donc si vous n'en avez pas besoin, genre si vous voulez checker que la distance est supérieure à 5, bah, au lieu de faire distance supérieure à 5, vous pouvez vous épargner du temps de calcul en faisant distance squared supérieure à 5 au carré, donc 25. Donc ça vous permet de vous épargner un peu de temps de calcul. Bon, voilà, ça c'est des petites méthodes qui peuvent vous servir. Là pour le moment on s'en fiche, c'est pas le but. On veut juste récupérer le bloc X, le bloc Y et le bloc Z. Voilà. Et dernier truc, on va en profiter un peu pour traiter notre utilisateur d'autiste. Si jamais le bloc c'est déjà du diamant, voilà, si jamais le bloc c'est déjà du diamant, on fait pas la mise à jour. Voilà. Bon. Du coup, pour vous expliquer vite fait ce qu'on a fait, excusez-moi, c'est pas très pédagogique, je crois, mais bon. On a récupéré l'event, on vérifie l'action. Si l'action il y a un item, on utilise on l'utilise. Si l'item c'est bien un blaze rod, ben on va faire notre action. On va récupérer donc le bloc cliqué. Donc ça va pas changer. On récupère le type du bloc avec bloc.getType. Si ce type c'est du diamant, ben ça sert à rien de le changer en diamant. Hein, voilà, donc on annule, on prévient le joueur et on annule. Sinon, on remplace le bloc par du diamant. Donc bloc.setType. Et ensuite, on récupère la location du bloc. Et on affiche un petit message dans le chat en expliquant, en récupérant un peu toutes les données qu'on a récupérées. Faut savoir que bloc, il y a d'autres méthodes qui seront intéressantes, on y reviendra un peu plus tard, toujours. Là, on va juste rester quand même dans les bases. Le but, c'est quand même de travailler les events avant de travailler les blocs, mais je me disais qu'on ne pouvait pas travailler sur un event sans travailler sur ce bloc-là. Et après, on travaillera sur un dernier event quelques instants, juste pour vous montrer le principe des events qui sont annulés ou pas. Donc là on va juste voir, donc là ça fait rien quand je clique droit. Par contre si je vais prendre un blaze rod, vous allez voir que paf, ce bloc va se remplacer en diamant et ça va broadcast dans le chat. Et on voit que c'est un broadcast parce que ça apparaît aussi dans les logs. Ça va broadcast, donc grâce c'était le type de l'item, paf, stun, 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 hop, stun, stun, cobblestone, ah raté, cobblestone, leaves. Et là vous voyez, si je tente de clic droit comme un teubé sur mon bloc de diamant, ça me traite un peu d'abruti. Voilà. Donc ça c'est quelque chose. Voilà, on peut remplacer des blocs dans tous les sens, c'est magnifique.
Voilà, du coup là je suis presque riche, regardez, paf, 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 paf. C'est magique. Voilà. Faut savoir que vous pouvez donc, bon ça ces méthodes là, vous pouvez le faire sur une commande aussi, enfin voilà, bien évidemment ça ne dépend pas d'un event. Vous pouvez récupérer un bloc à partir de ces coordonnées dans un monde, vous pouvez faire location.getWorld.getBlock, enfin ce genre de choses. Donc toujours est-il qu'on y reviendra une autre fois. Voilà, donc ça c'était pour les interactions vite fait, c'était juste pour vous montrer un autre exemple d'event, un dernier exemple d'event que je voudrais vous montrer, et on va du coup faire deux event handlers, on va en faire un qui va passer en premier. Même si ça n'a pas trop de logique la manière dont je vais le faire, mais... Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est pour vous montrer un peu ce que ça va changer. D'abord, un moniteur... Voilà. En gros, on va essayer de faire un filtre d'insultes très rapide et pas très complet. En gros, si jamais le joueur écrit le message... écrit un message qui contient une insulte, au pif, on va dire abruti, c'est pas une grosse insulte, mais comme ça au moins je dis pas de gros mots. On lui dit event.getPlayer.sendMessage chatcolor.read toi l'abruti, et on cancel le message. Donc là aussi, petit point, les events qui sont annulables, ils vont tous implémenter l'interface cancelable. Interface cancelable qui a deux méthodes, isCancelled et setCancelled. IsCancelled, ça vous permettra de savoir si un event est annulé ou pas, et setCancelled, ça vous permettra de l'annuler. setCancelled true va donc annuler le message. Donc là, on va juste quand même en profiter pour ajouter un petit log. On va juste dire hop, tried to say plus event.getMessage. Voilà. On va juste loguer ça. On va le loguer un peu plus proprement, excusez-moi. On va mettre 2 points plutôt qu'un slash. Et ensuite, donc là, on va voir comment fonctionne ça. Bucket.getLogger. Ça sert à rien, hein, parce qu'il faut savoir que le chat est par défaut déjà logué. Genre si je dis... Vous allez voir que tout de suite ça apparaît dans la console. Mais on s'en fiche, c'est juste pour l'exemple. En fait, ce qu'on va essayer de faire... Je vais essayer donc de vous montrer un peu la différence entre un monitor en lowest et l'effet du ignore cancel. Donc vous allez voir tout de suite. Donc là, ce que fait mon listener, il va d'abord handle les async player chat events, donc qui correspond au message envoyé dans le chat. Si le message contient abruti, on annule l'event et on envoie un message. Dans tous les cas, on affiche chat sensor, le pseudo et le message. Ensuite, il y a un peu plus tard, Bucket il va dispatcher l'event au chat monitor, qui lui va juste se contenter d'afficher le message uniquement si celui-ci a été effectivement envoyé, puisque on annule, on n'écoute pas les events qui ont été précédemment annulés. Donc, je crois que j'ai déjà fait la compilation, mais je sais jamais. Donc, on va en faire. Hop, on reboot. Et vous allez voir tout de suite que quand je vais démarrer, donc là, je vais dire message très productif. Salut! Donc là, on voit effectivement le chat sensor, the up try to say salut. Et ensuite, chat, the up salut. Donc, qui correspond à mon chat monitor. Et ensuite... Une fois que les events sont passés, ça va arriver à Bucket. Bucket va le renvoyer au serveur Minecraft. Et là, le behavior, le comportement normal d'un serveur Minecraft, il affiche le message. Par contre, si je dis salut abruti, bim, c'est toi l'abruti. Là, on voit qu'effectivement, le message passe à chat sensor, puisque chat sensor blabla. Par contre, il ne va pas aller dans mon monitor. Il n'y arrivera jamais, puisqu'il a été annulé. Et vu qu'il a été annulé, Bucket ne le reçoit pas non plus. Enfin, Bucket le reçoit, parce que, mais il ne le transmet pas à Minecraft, il l'arrête là. Ce qui fait que le message ne me parvient jamais. J'ai pas eu le message salut l'abruti, alors que pourtant je l'avais envoyé.
Voilà. Donc, si vous annulez un event, basiquement, il n'arrivera jamais au serveur. On peut aussi, par exemple, empêcher le break d'un bloc. Si vous tentez de casser un bloc, vous faites event.setCancel et paf, et setCancel de trou, et le bloc ne sera jamais enlevé. Pareil sur un block place. Tout ça, c'est des events dont vous pourrez retrouver la liste. Enfin, la liste, oui. Là, tout ça, donc par exemple, les events dont je vous parlais, c'est block place event, par exemple. Vous pouvez annuler le fait de placer un bloc. Voilà. Bon, tout ça, c'est des petites infos sur les events. Donc là, pareil, je vais pas vous faire une démonstration exhaustive de tous les events. Il est possible qu'un peu plus tard, on revienne sur des utilisations pratiques de ces events, si on fait des TP ou quoi. Je vous l'ai dit, j'ai pas préparé, donc je sais pas du tout ce qu'on fera. Mais voilà, donc en gros, ça nous permettra... Enfin, les events, il vous faudra les découvrir par vous-même. Là, je vous ai montré globalement... Là, à partir de là, vous pouvez tout faire. Faut savoir, encore une fois, au cas où il y en a certains qui en douteraient, vous pouvez faire autant de listeners que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez leur donner des arguments à votre first listener, genre là, vous pourriez passer le plugin, bon là, mon constructeur est pas bon, mais vous pourriez passer le plugin, vous pouvez le définir avant et passer, enfin, il n'y a pas de, enfin, c'est du Java, quoi, il n'y a pas de secret. Vous pouvez donc définir plusieurs listeners qui vont handle, là par exemple, là j'ai tout mis dans le même. Les bonnes pratiques, ça serait de faire un serveur listener qui va handle le serveur list ping, un chat listener qui va handle les trucs liés au chat, un player listener qui va handle les trucs liés aux joueurs, etc. etc. Ça, c'est des bonnes pratiques, ça va être de séparer plutôt que d'avoir un seul fichier avec des tonnes de trucs dedans. Voilà. Globalement, alors aussi par exemple, si vous faites un petit plugin, rien ne vous empêche de implement listener ici, et du coup, oh putain, je fais n'importe quoi. Et du coup, d'ici remplacer votre, et d'ici aussi mettre des event handlers. Attendez, on va faire autrement. Et du coup, d'enregistrer votre plugin comme un listener et donc de lui mettre dedans des @event handler. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, bien sûr. Il n'y a rien qui vous en empêche. Ma foi. Donc voilà, donc globalement, je vous ai donné toutes les clés pour comprendre comment fonctionnent les events, aussi pour les commandes. Globalement, là, vous pouvez déjà commencer à faire pas mal de trucs assez intéressants. Vous pouvez aller vous amuser globalement avec la doc, à voir tout ce que vous pouvez faire. C'est assez énorme. Vous pouvez, en utilisant la classe Bucket, la classe World, la classe Player, la classe Block, tout ça, des classes que j'ai à peine effleurées mais qui sont assez complètes, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Je pense que vous pouvez faire globalement... oui, beaucoup. On n'a pas vu les entités, on y reviendra un peu plus tard. C'est un autre aspect un peu plus délicat, même si vous pouvez déjà le gérer. Globalement, là, vous pouvez faire déjà pas mal de choses intéressantes. En lisant la doc. Ce qui fait que c'est... Voilà, je fais un petit point là, globalement. En fait, il faut savoir que, du coup, vous avez vu... Le plus important, parce que... Pour comprendre l'API Bucket, si vous n'avez... Enfin, si vous ne lisez pas enfin, si vous ne le savez pas, en fait, vous pouvez pas deviner comment fonctionnent les events. Vous pouvez pas deviner comment fonctionnent les commandes. Par contre, typiquement, en ayant la doc, en sachant qu'il faut aller chercher dans la classe Bucket, en sachant qu'il faut aller chercher dans la classe serveur, vous pouvez, en sachant qu'il faut utiliser la classe Word, la classe Block, vous pouvez ensuite aller vous amuser à faire beaucoup de trucs. En sachant comment fonctionnent les events, vous pouvez handle tout. Une fois que vous savez handle un event, vous pouvez tous les handle. Ça fonctionne tous de la même manière. Une fois que vous savez en annuler un, vous savez tous les annuler. Une fois que vous savez handle une commande, vous savez toutes les faire. Voilà. Donc globalement, là, je pense que je vous ai donné déjà les clés principales sur le fonctionnement de base d'un plugin, sur comment ça fonctionne, et du coup, vous pouvez déjà vous lancer et faire beaucoup de trucs. Désormais, là, les vidéos que je ferai... Non, il y en aura une autre assez intéressante sur les schedulers, le fonctionnement de tout ça. Elle sera pas très longue, hein. C'est assez simple à gérer. Pour le trading. Et puis, globalement, voilà, vous êtes à peu près capable de tout faire. Je ferai ensuite d'autres vidéos qui seront un peu plus intéressantes, qui seront un peu plus axées sur des aspects particuliers de l'API, histoire que de compléter un peu tout ça. Mais là, vraiment, vous avez déjà les bases pour faire tout ce que vous voulez, très franchement. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo, et on verra plus tard si jamais j'en fais d'autres. Bye bye!